Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous pour le 10h midi de Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité et aujourd'hui, très précisément, parler des européennes et de votre vote. Irez-vous voter? Pour qui allez-vous voter? Vous êtes déjà nombreux à nous appeler au standard de Sud Radio 0826 300 300 et vous pouvez également réagir sur le Facebook Live de l'émission Sud Radio. On est aujourd'hui avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié aux éditions Fayard, Ils ont tué la gauche. Alors elle est bien morte, hein, la gauche. Elle n'est pas très en forme, effectivement. Mais non, regardez aux Pays-Bas, tout ça. Ça arrange. Faut-il encore s'accorder sur ce qu'est la gauche? La gauche française. Oui, les travaillistes aux Pays-Bas ont déjoué tous les sondages. Justement, absolument, c'est vrai. Glucksmann va finir à 25%. Absolument. Éric Revel, journaliste, ancien patron de rédaction. Laurence Marchand-Taillade, présidente de Force Laïque. Bonjour. Et Mathieu Schenk, directeur associé BVA Pôle Conseil, cofondateur de Délit d'Opinion. Et vous avez publié La France en face, ce que disent les Français à leurs études déconnectées aux éditions du Rocher. On attend la suite, parce que je ne sais pas s'ils sont reconnectés, les élites, mais en tout cas, on n'a pas le sentiment... Les Gilets jaunes ont apporté une bonne grille de lecture sur la déconnexion qui demeurait très importante. Alors, vos réactions, et puis on va commencer avec vos coups de gueule et vos coups de cœur. Alors, Laurence Marchand-Taillade, ça concerne Paris, mais je crois que ça commence à être le cas dans les grandes villes françaises un peu partout. C'est ça, en fait, c'est un fait d'actualité qui, en réalité, est la conséquence de plusieurs années de non-législation sur la question. C'est le problème des trottinettes et autres véhicules à moteur électrique qui circulent un peu n'importe comment, non seulement sur les trottoirs, mais aussi ailleurs. Et hier, donc, il y a eu un accident entre une maman et son bébé et un conducteur de trottinette indélicat. Le problème de ces véhicules, c'est qu'en fait, il n'y a aucune législation, n'importe qui peut s'en servir, et qu'en plus, il y a un certain nombre d'entreprises qui s'en sont emparées pour pouvoir faire du libre service. Donc, ça pose deux questions. La première question, c'est une question de sécurité, parce que comme n'importe qui peut s'en servir, le problème, c'est que les gens font aussi n'importe quoi et sont complètement irresponsables avec. Et ça pose un deuxième problème qui est la pollution sur nos trottoirs, puisque maintenant on trouve ces espèces de trottinettes qui sont entassées n'importe où, n'importe comment. Et c'est aussi assez révélateur d'une forme de société qui est en train de changer. Cette société d'adolescents où finalement tout doit être jeu, tout doit être sympathique, mais en réalité ça cache aussi quelque chose, c'est l'ubérisation de la société, puisque pour recharger ces mobylettes, ces véhicules, on fait appel à des gens qui la nuit vont aller les récupérer, les charger chez eux et les remettre sur le trottoir. Donc tout ça, c'est révélateur effectivement d'un changement de société, mais c'est surtout quelque chose qu'il va falloir cadrer, parce que là, on en arrive à quelque chose de délirant à mon sens. Moi, je voulais faire un coup de gueule sur la responsabilité des parents. Je vois de plus en plus de parents avec des enfants sur des vélos, sur des trottinettes, sans casque, des petits-enfants, mais je trouve que ces gens sont irresponsables. Ils ne se rendent pas compte du danger que ça représente. Je sais pas, vous les voyez dans les rues. Ils aiment Moi, mal j'ai leurs une enfants. trouille de ces gens, parce que j'ai peur pour eux. J'en ai vu croiser ce matin qui emmenaient leurs enfants à l'école sur des trottinettes, des tout petits-enfants, d'autres sur le guidon du vélo. Enfin, c'est délirant. Alors moi, je voulais pas parler de ça, mais je vais parler de mon coup de cœur après sur les européennes, mais je vais prolonger ce coup de gueule. Qui est lié à la circulation dans Paris. Alors, pardon d'être un peu parisien, parce que Sud Radio est écouté partout en France, mais alors là, franchement, je pense qu'on a atteint des sommets. Mais c'est absolument, faisons quelque incroyable. chose, lançons un mouvement. Il y a des dizaines de travaux partout. Les gens sont dans un état. Les gens sont dans un état de nerfs. Vous mettez 1h15, 1h30 pour traverser Paris en voiture. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est juste absolument incroyable. C'est monstrueux ce qui est arrivé à Paris. Alors je ne sais pas si c'est pour les Jeux Olympiques, tout ça, mais c'est incroyable. Je pense qu'il faut le dire, le dénoncer, parce que il y a quand même plusieurs éléments quand même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux j'espère à Paris. qu'il y en a plusieurs. C'est sans doute nécessaire. Je crois savoir que le gros des travaux, ce sont des travaux de rénovation de tout ce qui est alimentation de gaz, etc. Et donc pour éviter qu'on ait des accidents, quand même, il importe quand même que ces travaux soient faits. Moi, je suis pas. La rue de Rivoli, c'est un autre choix. C'est un choix municipal, c'est un choix politique que de réduire la place de la voiture à Paris et donc de laisser place à la circulation par des moyens doux, le vélo, la trottinette. Et c'est aussi tout ça. On règle aussi le problème de la trottinette en créant des espaces qui sont des espaces dédiés aux trottinettes. La seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'alternatives qui sont proposées. Et donc, on demande aux gens
réduire la circulation automobile, depuis prendre leur véhicule, très bien. Ensuite, prenez le métro, prenez le bus. Ouais. Ils sont complètement saturés. Donc, dernier point, comment font les gens ? Ils prennent des trottinettes. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité qui doit être portée à tous les étages. Il va y avoir des blessés, il va y avoir des morts en trottinette. Je pense qu'il y a une partie qui utilise les trottinettes parce qu'il y a une dimension ludique. Il y a plein de gens qui prennent les trottinettes, qui prennent des vélos parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Mais surtout, pardon, mais les bus, ils sont dans le même état. Ils sont également dans les embouteillages. Ils ne peuvent pas rouler, les bus. On ne peut pas d'abord dire on enlève les voitures sans avoir d'abord prévu les solutions alternatives. Le problème, c'est que tout a été fait à l'envers et on n'a pas investi dans le transport en commun. On a un problème de pollution aussi dans notre pays qui crée je ne sais pas combien de milliers de morts chaque année et donc de ne pas prendre des décisions qui sont des décisions radicales. Oui, mais tout le monde voit bien quand même que des décisions radicales. On voit bien combien les décisions radicales conduisent les gens progressivement à ne plus prendre leur voiture et effectivement prendre les transports. Certes, il y a un problème de transport, il manque de transport. Moi, j'habite en banlieue. Je vous donne mon cas, j'habite en banlieue. Ma fille veut venir me voir. Le RER ne marche pas. Le RER-C est fermé. Donc, c'est sûr, c'est vrai qu'il y a un problème de rénovation. Les bus ne viennent pas jusque-là. Donc, il y a un moment, il faut mettre en place effectivement les systèmes alternatifs avant de tout péter. Enfin, je sais pas s'il n'y a pas d'abord l'enjeu prioritaire, c'est pas la réduction de la pollution. Non, on n'est pas obligé de faire quelque chose de punitif. Quand on vit en plein centre de Paris, c'est pas punitif. On dit on a un des meilleurs transports au monde. Non, c'est faux. Le meilleur réseau de transport au monde. C'est parce qu'on a le meilleur transport au monde qu'on peut se satisfaire d'être conduit comme du bétail dans les transports. Il y a un problème d'anticipation et de rénovation. Il y a des gens handicapés, il y a des familles, il y a des gens qui ont besoin de se déplacer en voiture. Et en plus, c'est très cher. Moi, je comprends ce que vous dites, mais des heures et des heures d'embouteillage, ou même si les voitures ont des systèmes de start and Moi, je prends le métro et les bus tous les jours, j'ai pas de problème que vous racontez. Quel niveau de pollution? Non mais Eric, je prends le métro et le RER et le bus, mais tous les jours, je n'ai pas de problème dont vous parlez. C'est pas un jeu. Certes, c'est des lignes qui sont saturées. On peut pas mettre une heure et demie pour traverser Paris en voiture. Certes, c'est des lignes qui sont saturées et mon cas, ce n'est pas un cas à part. Je pense évidemment à toutes ces femmes et tous ces hommes, notamment des femmes de ménage qui viennent dans le cœur de Paris, qui arrivent du fin fond du Val d'Oise, je ne sais où. Et effectivement, il y a des problèmes des RER. Donc sans doute, il y a un investissement majeur à faire sur la question des transports. Mais je pense aussi que la priorité des priorités, c'est quand même la question de l'environnement et la question de la santé publique. Vous pensez que la pollution qu'il y a aujourd'hui dans Paris avec les voitures qui restent des heures, moteurs allumés dans des embouteillages. Et ça, Valérie, ça a été contredit. Ça a été contredit par des études, effectivement, au début. Qui ont été contredites par d'autres études. Oui, donc autant se dire que si l'objectif principal, c'est de réduire la voiture, autant se dire que in fine, ça finira par réduire la pollution. Anne Hidalgo n'a pas tenu compte des études qui ont été faites. Les voies sur berge, il y a eu des études qui ont été faites qui ont prouvé que la fermeture des voies sur berge avait augmenté la pollution. D'autres études, Valérie, qui ont montré on va pas faire les batailles d'études. Allez, on va passer, Mathieu, à votre coup de gueule. Oui, alors moi, mon coup de gueule, c'est Ascoval. Vous savez, c'est une aciérie qui est située dans les Hauts-de-France, à Saint-Saulve. Première grosse difficulté pour eux en 2018. On s'en souvient, Vallourec décide de se séparer de l'entreprise. Il y a un premier projet de reprise de l'entreprise par une autre entreprise qui s'appelle Altifort, qui est choisie. Altifort est censée avoir les reins suffisamment solides. Patatras, on se rend compte fin février qu'elle n'a pas les moyens pour racheter Saint-Saulve. Et du coup, les salariés d'Ascoval se retrouvent une nouvelle fois dans une situation extrêmement angoissante. Deuxième rebondissement, il y a quelques mois, on annonce que British Steel va reprendre l'entreprise. J'ai regardé hier les communiqués de presse, British Steel, tout le monde se gargarisait en indiquant que c'était une entreprise qui avait les reins solides et qui permettrait de redonner un peu d'espoir aux salariés menacés. Et encore une fois, il y a 2 jours, on se rend compte que cette entreprise British Steel, en réalité, a déposé le bilan. Une nouvelle fois, les salariés d'Ascoval se retrouvent dans une situation extrêmement incertaine. Alors, il y a une partie des fonds qui ont été versés par British Steel, par la maison mère de British Steel. Il y a par ailleurs une partie des fonds qui ont été versés aussi par l'État français et par la région. Mais les questions demeurent. Est-ce que l'argent va véritablement être bien investi dans l'usine de Saint-Saulve? Elle ne va pas être récupérée par les actionnaire. On a donc un coup de gueule, et notamment pour visiblement les actionnaires de British Steel qui n'ont pas été extrêmement clairs sur la réalité et la santé financière de l'entreprise. Absolument. Ça pose le problème de la désindustrialisation aussi de la France. Pierre, vous restez dans votre couloir de nage. Oui, parce que c'est quand même un vent d'espoir ce qui se passe au niveau de la jeunesse mondiale. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'appel par les jeunes à se mobiliser
pour le climat, pour le changement climatique. Et les jeunes appellent à un mouvement de grève. Les collégiens, les lycéens, les étudiants se mobilisent ce vendredi pour interpeller le pouvoir public un peu sur la même méthode que l'a fait l'affaire du siècle, en disant il y a une responsabilité des politiques qui ne prennent pas des décisions suffisamment importantes pour lutter contre le dérèglement climatique et pour lutter contre ce réchauffement qui menace l'humanité. Donc la jeunesse se mobilise aujourd'hui et c'est plutôt bien. Et j'espère, compte tenu du fait qu'on est aussi dans un contexte politique, que s'ils croient que la politique peut changer les choses, qu'ils iront voter aussi ce dimanche. C'est ce que j'avais envie de dire, parce que le problème, c'est que la jeunesse va venir nous interpeller régulièrement sur notamment des questions climatiques, mais par contre, ce sont ceux qui s'abstiennent le plus par tranche d'âge. Donc il serait temps aussi qu'ils se mobilisent, qu'ils s'investissent politiquement, qu'ils votent. Et là, c'est une forme d'engagement quand même. Là, ils auront une crédibilité dans leur engagement. Il ne suffit pas de ne pas aller en cours pour dire il faut s'inquiéter de nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il serait temps que les jeunes s'engagent vraiment, déjà en utilisant leur bulletin de vote. Absolument. Eric, moi, transition, je voudrais, alors mon coup de cœur, je vais le transformer un peu, puisque Theresa May vient d'annoncer qu'elle démissionnait. Moi, je vais à la fois, évidemment, dire aux gens qu'il faut voter aux européennes. On ne peut pas avoir des mouvements sociaux qui ne se traduisent pas dans les urnes. Donc, en démocratie, le débouché naturel d'un mouvement social, quel qu'il soit, de gens qui ne sont pas contents, c'est d'aller voter. Ils votent pour qui ils veulent, mais ils vont voter. Mais un coup de cœur quand même pour Theresa May, parce que, moi, je la connais pas, mais je trouve que la façon dont elle a essayé d'aller au bout de la logique du Brexit dur ou du Brexit mou, en essayant d'amener son Parlement sur des résolutions, sur un programme pour en sortir. Je trouve qu'elle a montré une certaine abnégation, un certain punch politique. Alors, les analystes ne se faisaient pas d'illusions. Tout le monde savait que ça se terminerait par une démission de Theresa May. Mais je trouve que souvent, vous voyez, on se dit en France, il y a un divorce entre les politiques et les citoyens. Je trouve que d'une certaine manière, le courage politique de Theresa May devrait, en tout cas dans son pays, nous faire réfléchir, réconcilier un peu les citoyens avec des idées politiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'elle aura défendues jusqu'au bout. Donc, avec des convictions. Coup de cœur, ma chère Theresa, coup de cœur. Coup de cœur. Et puis votre coup de cœur, coup de gueule, c'était de dire aux gens, allez voter. Oui, bien sûr, c'est ce que je disais en commençant, Valérie. On ne peut pas à la fois être dans la contestation permanente, et je pense au mouvement des Gilets jaunes, qui, dit-on, va reprendre un peu de regain justement demain à la veille des élections européennes, et ne pas aller voter et s'abstenir. Pour moi, c'est complètement contre-productif. Si on a des choses à dire, il y a 34 listes, c'est quand même un choix important. C'est le moment quand même de signifier qu'on s'oppose ou pas à Macron, qu'on soit d'accord avec le PS ou pas, qu'on aime Bellamy ou pas, qui on veut, mais c'est le moment d'aller voter et de signifier, même si n'oublions pas quand même, historiquement, le pouvoir en place, je crois, à 2 exceptions près sur les 30 dernières années, a toujours été battu aux élections européennes, et que souvent les élections européennes, c'est un vote, et d'ailleurs c'est de dire... protestation. Mais bien sûr, c'est dire d'ailleurs comment les Français votent aux européennes. Ils votent pas sur des programmes ou sur... Non, ils votent pour exprimer... Nos auditeurs, pour punir Emmanuel Macron. C'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Voilà. On va y revenir dans un instant, 0826 300 300. Sur nocibé.fr. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. L'actualité, évidemment, ce sont les élections européennes. Dernière ligne droite avant l'élection de dimanche. Irez-vous voter alors que le duel entre le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche et l'extrême droite occupe le devant de la scène? Les socialistes français, eux, jouent leur survie au Parlement européen. Écho et référence au livre de Pierre Jacquemin. Ils ont tué la gauche. C'est vrai que la gauche a beaucoup de mal. Et vraiment, en tout cas, La République En Marche fait feu de tout bois pour tenter d'attirer les électeurs ce soir. Alors, je voulais vous faire réagir là-dessus. Le président de la République va répondre en direct à 18h15 aux questions du jeune youtubeur Hugo Travers. Qu'en pensez-vous? Et puis, je voulais vous faire écouter, alors vous allez me répondre dans un instant, cette opération de com. Moi, je ne vois pas d'autres messages, parce que soit on le fait, on ne dit rien. Des ministres et députés de la République En Marche qui téléphonent aux Français. Il y a un petit clip que vous pouvez voir sur Twitter. Écoutez ce que ça donne. Oui, c'est Jean-Michel Blanquer à l'appareil, le ministre de l'Éducation nationale. Pour parler avec vous un peu d'Europe, et puis pour vous rappeler, mais je sais que vous le savez, qu'il y a les élections ce dimanche. C'est une élection majeure pour notre pays et pour l'Europe, et on a besoin de la mobilisation de chacun. Je vous appelle du siège de La République En Marche pour vous rappeler que dimanche, le 26 mai, c'est les élections européennes, il n'y aura qu'un tour. Ok, bon, merci beaucoup. Au revoir.
Donc voilà, ça tourne c'est une forme de petit clip où on voit effectivement tous les ministres appeler les Français. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est une dégradation complète de l'image de ministre, que les ministres sont là pour servir l'ensemble des Français et pas la République en marche. Et plus scandaleux, j'ai appris qu'en plus, les agendas des ministres étaient contrôlés par les instances de la République en marche pour vérifier si tout leur temps est bien consacré à cette campagne. Donc je trouve qu'il y a quand même un problème. On a des ministres qui devraient se mettre exclusivement au service de la France et des Français et pas au service d'un parti politique pour qu'ils gagnent des élections. Oui. Il y a eu un papier, je sais pas si vous avez vu, dans Challenge, qui est un magazine économique hebdomadaire, qui disait panique à la République en marche. Panique à la République en marche. L'écart a l'air de se creuser entre la liste du Rassemblement national et celle de En Marche. Donc ça répond peut-être, effectivement, et ça justifie peut-être ce titre de nos confrères de Challenge. Parce que panique à bord. Parce que quand on fait monter des ministres, et on peut dire beaucoup effectivement sur leur utilisation, ou quand le président de la République va pendant 3 quarts d'heure avec Hugo Travers, là je suis en train de regarder le petit clip qui est sur Twitter, répondre à des questions, on voit bien le marketing politique, c'est-à-dire là pour l'instant ceux qui paraissent les plus abstentionnistes, c'est justement les jeunes. Comment on touche les plus jeunes? En allant sur YouTube et en faisant une interview avec l'une de leurs idoles qui est Hugo Travers. Vous pensez que ça peut marcher? Mais je ne sais pas, mais ça donne vraiment le sentiment que pour la République en marche, il y a une urgence absolue et que la dynamique que tous les sondeurs ont l'air, je me méfie parce que on en parlait tout à l'heure, il y a des remontadas aux Pays-Bas qu'on n'avait pas vu venir, mais ça donne vraiment le sentiment que ce vent de panique est en train de gagner la République en marche et qu'on essaie de faire feu de tout bois pour contrecarrer ce qui a l'air d'être annoncé dimanche par les sondeurs. Mais est-ce que c'est pas complètement utopique d'imaginer que d'aller parler à un YouTuber, on va amener les jeunes à voter? Ça me paraît être tellement grosse ficelle. Il y a plusieurs questions qui se posent sur la stratégie de la République en marche. Depuis qu'Emmanuel Macron a décidé de descendre dans l'arène, en réalité, on constate dans les enquêtes que celui qui en bénéficie le plus, c'est le Rassemblement national. La stratégie de vote utile d'Emmanuel Macron, de moi ou le Rassemblement national, ça permet de cristalliser les mécontentements du côté du Rassemblement national. Donc c'est le premier doute qu'on peut avoir sur cette stratégie. Le deuxième doute qui est effectivement lié à cette vidéo, c'est, et je pense notamment à l'interview ce soir, dans quelle mesure on peut aller convaincre un électorat qui est abstentionniste à plus de 70%. Donc si on est juste, moi je considère qu'en réalité, par ricochet, ils visent les autres catégories. Ils visent des catégories plus âgées et on utilise cet instrument-là, notamment l'interview Hugo Travers, pour permettre de faire de la retombée média parce que c'est un petit peu plus original qu'un énième débat ou qu'une interview classique. Donc je pense que c'est uniquement des RP classiques. Enfin, il y a un dernier point qui va être extrêmement important, c'est que je ne sais pas si on peut jouer à l'infini le match retour. On a joué le match retour aujourd'hui pour les élections européennes. Est-ce qu'en 2022, il y aura un match retour du match retour? Et donc, le vrai risque, qui était pour moi un risque, le match retour du match retour, c'est en fonction de qui gagne aux européennes, on rejoue le match Le Pen ou Rassemblement national contre Macron. Ça fera 3 matchs. Je pense qu'à chaque fois que des partis politiques ont voulu imposer un match, les Français l'ont déjoué. On s'en souvient notamment pendant les primaires, lorsqu'il y avait le match Juppé-Sarkozy. On s'en souvient, à un moment donné, en 2015, on voulait jouer le match retour Sarko-Hollande, il n'a pas eu lieu. Bref, à chaque fois, les Français déjouent les pronostics. Le seul risque de toujours instrumentaliser, de dire il y a un vote utile, c'est qu'à un moment donné, les gens finissent par ne plus voter. Et je pense que c'est le plus gros risque aujourd'hui. On ne fait pas voter les gens par défaut. On ne fait pas voter les gens pour faire barrage. À un moment donné, on fait voter pour un programme. Et c'est ce qui a manqué cruellement dans ce débat. Quasiment personne n'a parlé des européennes. C'est un sujet qui est dur. On en a parlé. Tout le monde dit ça en boucle, mais on en a parlé. Il y en a eu dans les débats. Après que ça imprime et que ça intéresse les Français, c'est autre chose. Oui, mais il y a quand même eu des choses qui ont été dites. Après, les médias s'intéressent aussi souvent à l'écume des choses. À la surface, j'écoute et c'est partagé par tout le monde, que ce soit le candidat Glucksmann, que ce soit Bellamy, que ce soit Loiseau. À chaque fois, on posait des questions qui étaient dans l'écume des vagues pour savoir si elle était plus ou moins en odeur de sainteté, si elle allait être remplacée. Bref, c'était, je trouve, un débat qui n'était pas à la hauteur des enjeux européens. Allez, on aura Jean tout à l'heure en ligne avec nous. Et puis, Pierre Jacquemin, vous nous direz ce que vous pensez de ça. Vous êtes très nombreux à réagir. Je ne sais pas, Laurence nous dit, moi j'ai reçu ce matin un appel de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'est de l'humour, mais je ne sais pas. C'est vrai, il y a des appels téléphoniques, des messages répondeurs, mais il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui le fait, il y en a d'autres. On tombe sur La République en marche, en fait ils le font tous.
Ça se fait beaucoup par le passé, ça s'est déjà sauf fait. Sauf la différence, ce sont des ministres et vous êtes assez choqués effectivement de voir que des ministres participent à cette propagande, c'est le mot que vous employez sur Facebook. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, sur les élections européennes. Vous êtes nombreux à réagir, à nous dire pour qui vous allez voter. Donc, on va vous prendre au téléphone. Jean-Marc nous dit, j'ai eu un appel de Bellamy hier. C'est un message enregistré. Donc, c'est la même chose que Mélenchon. Donc, il y a des messages enregistrés. Et là, en revanche, pour ce qui concerne La République En Marche... D'ailleurs, nous, on est enregistré. Non, en fait. nous, on est en direct sur Sud Radio. On a Jean en ligne avec nous. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous sur Sud Radio. Est-ce que vous irez voter ? Alors j'irai voter, mais j'irai voter vraiment pour des personnalités ou des engagements typiquement européens, parce que je pense que c'est toujours le même problème, c'est que en France on en fait un combat de coq en essayant de régler nos comptes au niveau politique. Or les Français devraient se rendre compte que les 3/4 des lois, des exigences, ou pas des exigences, ou des normes sont votées au niveau européen et sont appliquées par les États. Et ils ont tort de penser que ceux qui râlent le plus sur l'Europe vont pouvoir changer les choses. Moi, je suis de droite, plutôt, mais je vote Europe Écologie Les Verts parce que je suis impliqué par mon métier dans l'alimentation, dans l'agriculture. Et s'il y a des gens qui ont bossé, et s'il y a des gens qui empêchent, par exemple, la perche électrique, qui empêche les OGM, qui empêche les nanoparticules et qui empêche les nanoparticules. Enfin, je veux dire, ceux qui dénoncent les lobbyistes, parce que des lobbyistes au niveau européen, il y en a un paquet là-bas, parce qu'il y a deux écoles, il y a les anglo-saxons et les latins, et on ne voit pas du tout la nourriture de la même manière. Donc, je préfère envoyer quelqu'un, genre Jadot, ou d'autres personnalités qui vont vraiment défendre une alimentation et une agriculture de qualité, et puis au moins qui ont une présence assez redoutable au Parlement européen. Je ne suis pas d'accord sur toutes leurs idées, hormis l'agriculture et l'alimentation, mais je trouve que ce sont les gens qui ont bossé le plus et qui bossent le plus et qui peuvent empêcher tout un tas d'agroalimentaires ou d'industriels de faire des conneries assez redoutables dans l'alimentation. Mais vous dites que vous êtes plutôt de droite, ça vous est pas passé par la tête de voter pour les Républicains ? Non, parce que je vote vraiment pour... j'essaye, au moins, hein, on n'est peut-être pas plus intelligent, mais on essaye de regarder les gens, de regarder ceux qui bossent, ceux qui travaillent, ceux qui empêchent les lobbyistes de faire passer des textes stupides, alors que les autres, globalement, ils sont surtout présents pour prendre leur ticket de place au moment où il faut, mais ils ne sont pas toujours là. Donc il y a des gens qui bossent vraiment, et les Français devraient surtout s'intéresser à ça, plutôt que de savoir si on va mettre la fessée au président de la République ou pas. C'est pas mais c'est ce que j'allais vous dire, Jean. On a dans les réactions de nos auditeurs beaucoup de réactions très épidermiques anti-Macron et de gens qui vont voter Rassemblement National justement pour mettre une claque au président, Pierre Jacquemin. C'est intéressant ce que dit Jean, parce que c'est vrai que cette élection, et d'une manière générale, l'échiquier politique tel qu'il se dessine aujourd'hui, crée des perméabilités entre différentes formations. Jean est de droite, mais il va voter Europe Écologie Les Verts, qui, jusqu'à il y a peu de temps, était encore un mouvement politique de gauche, même si, effectivement, Yannick Jadot a décidé que les écologistes seraient ni de gauche ni de droite, ce qui a d'ailleurs, à mon avis, impacté sa campagne et la dynamique de sa campagne. Mais c'est intéressant de voir, effement, que les Français, aujourd'hui, les citoyens... moins d'électeurs à la France Insoumise. Comment ? Comme ça, il a piqué moins d'électeurs à la France Insoumise. Vous devriez être content. Mais il y a pas mal d'électeurs de la France Insoumise qui vont aller voter Rassemblement National. Alors ça, aussi. Je sais pas, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voudrait essayer de faire croire, mais pas plus que d'autres formations politiques. J'ai regardé justement les résultats et chez les sympathisants de la République En Marche, il y a une marge de 4 à 6% d'électeurs qui sont sympathisants de la République En Marche, qui pourraient aller voter Rassemblement National. Il y a une confusion, ça c'est une certitude, effectivement, qui a été installée et qui est installée par des commentateurs, par des journalistes qui voudraient faire croire qu'effectivement le Front National, le Rassemblement National et la France Insoumise, c'est la même chose. Ça n'est évidemment absolument pas la même chose, ils s'opposent en tout point. En revanche, c'est vrai que dans la stratégie populiste, qui est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, on crée des priorités, on crée des dynamiques politiques qui, effectivement, peuvent permettre à certains militants de se dire, bon, mais si l'enjeu... Par exemple, sur le programme économique, il y a une grosse différence entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Il y a deux choses importantes dans cette élection. C'est Emmanuel Macron qui voudrait nous faire croire qu'aujourd'hui, les champs politiques existent qu'à travers deux formations qui seraient les progressistes qui les incarneraient et les populistes et les nationalistes de l'autre que les autres incarneraient, et qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon, à travers la stratégie qui a été la sienne, celle de la France Insoumise, de dire cette élection est une élection anti-Macron, une élection, un référendum anti-Macron, sans mettre en avant les points cruciaux de leur programme, effectivement, on crée une confusion. C'est vrai
vrai qu'aujourd'hui, le rempart contre Emmanuel Macron, si c'est ça le seul objectif, c'est le RN qui est le mieux placé. Donc c'est absurde de réfléchir comme ça et c'est absurde de mener des campagnes dans ce cadre-là. Et le monsieur avait raison aussi, on oublie de mener des campagnes sur le fond. Sur le fond et de ce qui va se passer. Il a raison de parler de la pêche électrique, il a raison de parler d'écologie. Et c'est ça qui aujourd'hui devrait, en tout cas, permettre un choix politique et de ne pas faire l'élection avant qu'elle ait été faite. Oui, on a Franck de Bordeaux en ligne avec nous. Bonjour Franck. Bonjour à tous, bonjour sur la radio, merci de me donner la parole. Merci, on vous écoute. Alors, est-ce que vous irez voter et pour qui ? Oui, bien sûr, j'irai voter. J'hésitais, mais j'irai voter, mais avec une petite méthode arithmétique. Pour voter contre, sans voter pour quiconque. D'accord. Alors c'est facile, je vous la donne rapidement. Il suffit de prendre 10 ou 20 bulletins différents, d'écarter ceux de LREM ou de soi-disant Renaissance. Retourner les bulletins face cachée, en tirer un au hasard, le mettre dans l'enveloppe et le mettre dans l'urne. D'accord, donc tout sauf Macron, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Il faut prendre 33 du coup. Malheureusement, moi on aurait pu avoir foi dans ce gouvernement. Malheureusement, on est face à un exécutif qui aujourd'hui est de l'ordre du criminel. Et malheureusement, je m'excuse, mais il faut sanctionner. Natacha Polony avait rappelé ce matin très justement que c'était pas un référendum, mais bien un vote. Ouais. Malheureusement, on est obligé de sanctionner là. Mais c'est un vote, vous sanctionnez pas, pour le coup, c'était encore une fois, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est un vote proportionnel, donc vous ne sanctionnez pas Emmanuel Macron, vous sanctionnez, peut-être Mathieu Cheng l'expliquera mieux que moi. La difficulté de ce que vous dites, c'est que Emmanuel Macron a dit lui-même que l'étalon de cette élection serait de savoir s'il était en tête ou pas devant le Rassemblement national. Donc il a acté lui-même, ce qui était déjà en germe, on va pas se mentir, dans les enquêtes où une majorité va voter en fonction d'Emmanuel Macron, soit pour le soutenir, soit pour au contraire finalement le dédire. Donc il a acté ça, il rentre totalement dans le jeu, mais ce faisant, il écrase toutes les options intermédiaires. Et au cœur de cette stratégie électorale, il y a un magot, qui est le magot que tout le monde vise, qui est celui des électeurs républicains. Ça, c'est le magot de la République En Marche. Électeurs républicains qui soutiennent davantage Emmanuel Macron et qu'il faut absolument continuer à faire voter pour la République En Marche. Et le deuxième magot, c'est les électeurs retraités, les plus de 65 ans, qui ont une plus grosse propension à aller voter et qui hésitent aujourd'hui entre la liste Bellamy, donc les Républicains, et la liste de la République En Marche, et que du coup, il faut faire voter selon un vote utile. Le vote utile pour ces électeurs retraités, c'est la stabilité et le maintien dans l'Europe, en écartant donc toutes les hypothèses qui sont intermédiaires. Mais c'est vrai que aujourd'hui, visiblement, un certain nombre de votes va être fait sans vraiment penser à l'Europe, mais en pensant mettre une claque à Emmanuel Macron. On a même le sentiment qu'un certain nombre de votes se font à l'aveugle, puisque finalement, il n'y a pas eu beaucoup de pédagogie non plus faite autour de cette élection pour expliquer ce qui allait se passer au matin du 27 mai, puisqu'en réalité, on va avoir quand même des parlementaires qui vont siéger dans différents groupes, des groupes qui ont plus ou moins d'influence. On ne sait aujourd'hui toujours pas où le groupe de Madame Loiseau a l'intention de siéger. Donc, en réalité, c'est une véritable inconnue, parce que selon le groupe où elle va siéger, il y aura une importance plus ou moins marquée pour la LDE, où siègent aujourd'hui les élus MoDem, ou pour le PPE, où siègent les élus de l'équipe Bellamy. Donc si voter Loiseau, c'est voter pour des gens qui vont aller rejoindre le groupe de Monsieur Bellamy, finalement, c'est problématique à la fin. Et ça, personne n'a été... en tout cas, la liste Loiseau ne s'est pas prononcée sur cette question, ce qui est vraiment très inquiétant. On a Paul en ligne avec nous. Bonjour Paul. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien, très très bien. Moi, je vais vous faire vite fait, vous allez voir. C'est un parti à tendance dictatoriale. Macron sur Internet, c'est un chef de clan, un chef de bande. C'est quasiment une position mafieuse, je dirais. Bon, vous allez un peu loin, peut-être. Quand même, il n'y a qu'à voir comment il se comporte avec les journalistes, les gilets jaunes, les électeurs qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est plus un président de la République. Et ça, c'est quelque chose... c'est le détournement des moyens de l'État au profit d'un clan. Il faudra voir s'il n'y a pas un moyen de recours juridique contre certaines personnes de la République En Marche, puisque c'est quelque chose d'anormal de détourner des fonds publics de cette façon-là. Mais comment détourner des fonds publics ? Quand on met les ministres, au lieu qu'ils fassent leur boulot, faire la propagande, appeler les gens pour la campagne électorale, pour moi c'est du détournement de fonds.
Ouais. Alors, je sais pas, peut-être non, mais c'est l'argent. Non, mais je pense que c'est quand même de l'argent de la République en marche. C'est-à-dire que attention, c'est pas l'argent de l'État et c'est pas le gouvernement qui a alloué de l'argent pour faire du call. Non, mais pendant ce temps-là, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, mais c'est pas du détournement. Je pense que c'est important. Les mots ont leur sens. C'est pas du détournement d'argent public. Il y a la question du CSA quand même qui est à se poser et à mon sens, elle est quand même très importante parce que le CSA est censé décompter les temps de parole des différents candidats et en l'occurrence, on a des membres du gouvernement qui, pendant 3 mois, se sont très largement investis dans les différents débats qui ont eu lieu, qui maintenant s'investissent de façon importante dans la campagne pour La République en marche. Et est-ce que ces temps de parole seront décomptés ou pas? On ne le sait pas pour le moment. Ce qu'on voit, c'est que par exemple, les interventions de Steve Bannon vont être décomptées de ceux du Rassemblement national. Donc à un moment, il faut être juste aussi. Oui, il y a une chose que vous avez relevée tout à l'heure qui me paraît fondamentale, c'est quelle majorité demain pour le Parlement européen. Et effectivement, selon le choix qui sera celui des électeurs, quels députés français nous allons envoyer au Parlement européen. Et effectivement, c'est là où se joue une question de majorité. Est-ce que le Rassemblement national va être fort dans un groupe qui rassemble de la droite et la droite extrême aussi à l'échelle européenne? Et c'est pas une petite chose que de se dire qu'effectivement, et le parti d'Emmanuel Macron et le parti de Marine Le Pen pourront converger vers des coalitions communes pour prendre des décisions communes, pour des décisions politiques sur l'ensemble de l'échelle européenne. Et moi, c'est là où je trouve qu'il y a un danger, c'est que à force de minimiser le poids politique et l'impact politique de ce que représente Marine Le Pen, on va vers des décisions européennes qui vont aller dans le sens de la réduction des libertés, qui vont aller dans le sens de remise en cause qui ont été des choses votées au Parlement français. Et ça, c'est très inquiétant. Et donc, dans le vote des Français, il faut aussi anticiper quelles seront les grandes majorités demain à l'échelle européenne. Ouais. Et des majorités de droite conservatrices, c'est plein de remises en cause dans notre pays aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, je pense, sous-estime, d'une manière plus générale, la classe politique sous-estime ce qu'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, ça n'est plus Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen, elle est pour l'Europe aujourd'hui, elle est plus contre l'Europe. Elle a des positions qu'il faut prendre en compte pour mieux justement contrer, pour ceux qui s'opposent à Marine Le Pen, pour mieux effectivement contrer Marine Le Pen. Mais si, comme moi, on voit un danger dans la progression constante de Marine Le Pen, comme dans la progression constante de l'extrême droite à l'échelle européenne, en termes de liberté, encore une fois, notamment, il faut non pas voter utile, mais il faut voter pour ses convictions, pour ce que doit être une Europe différente. Et il y a d'autres listes qui le proposent. Voter pour ses convictions et voter pour des listes qui franchiront pas la vague des 5%. Valérie, prenez un exemple. Je vais être très court. Prenez un seul exemple. Par exemple, prenez la liste de Yann Brossa, qui est le candidat du Parti communiste français. Il est à 2 doigts de franchir la barre des 5%. Ça n'est pas rien que d'envoyer, quand on franchit la barre des 5%, on envoie entre 4 et 5 élus déjà au Parlement. S'il ne fait pas ça, il donne des élus à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen. Donc, on peut se dire que ça n'est pas utile de voter pour Yann Brossa. En revanche, c'est quelques milliers de voix qui pourraient manquer pour qu'il envoie des élus au Parlement européen et que la gauche se ressorte un tout petit peu plus confortée à ce Parlement. Donc, voter utile, c'est voter pour ses convictions. Je comprends parce que vous êtes engagé, vous êtes un militant, je comprends cet aspect des choses. Mais je suis journaliste, certes, avec une sensibilité, mais... Bon, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, quand on parle, et c'est très important ce que vous dites sur la composition des groupes au Parlement européen de Strasbourg, notamment, mais... Les Français qui nous écoutent, dans cette guerre de tranchées sur la composition des groupes, voyez, même si elle est importante, est-ce que vous pensez que c'est un driver, que c'est un élément de motivation pour qu'ils aillent voter? Mais pas du tout. Mais ça devrait, mais pas du tout. Ce que les Français doivent savoir, c'est que s'il y a une majorité de droite demain au Parlement européen, le pacte de stabilité, il va perdurer, la réduction des effets. Oui, mais moi je préfère l'intervention de l'auditeur de tout à l'heure qui dit moi j'ai telle sensibilité, mais sur des questions très précises d'alimentation, de trucs de main. J'ai regardé le programme et ça correspond à ce que je souhaite ou à ce que je ne souhaite pas. Ça, c'est du débat politique. Savoir, même si c'est important, qui va être avec qui dans les groupes, mais pardonnez-moi, mais ça vole complètement au-dessus de la tête des gens. Et c'est même peut-être... Non mais, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est presque même un repoussoir, si vous voulez. On se dit, quand on est très loin de ces questions-là, même si elles sont importantes, on se dit, oui, alors c'est encore de la cuisine politique, c'est encore des trucs qui vont s'allier avec machin pour... Parce qu'il y a des enjeux de commission. Les Français veulent plus de services publics. Si on leur dit demain qu'il y a une majorité au Parlement européen, parce qu'il y aura une majorité de députés avec Marine Le Pen et avec Emmanuel Macron qui voteront contre le développement des services publics, c'est très concret. C'est-à-dire que c'est très concret des majorités d'idées, créer des majorités d'idées, créer des alliances, c'est très concret. Je pense que vous mettez sur la question des services publics les deux que vous venez de citer, je suis pas sûr qu'ils aient la même position sur les services publics. Les deux veulent réduire les dépenses. On continue le débat. 0826 300 300. On aura Alain avec nous. Pour qui votez-vous? À tout de suite. L'alcool est dangereux pour la santé. Sud Radio, 10h midi,
Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Aujourd'hui, autour de cette table, Pierre Jacquemin, Éric Revel, Laurence Marchand-Taillade et Mathieu Chaigne. On a en ligne avec nous Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Sud Radio. Alors vous posez la question pourquoi faut-il aller voter? Parce que d'abord, je pense que c'est un devoir. Non, c'est pas pourquoi, c'est est-ce que vous irez? Nous, on vous dit qu'il faut aller voter. Oui. Pourquoi j'irai voter? Parce que c'est un devoir. Pour infléchir aussi la politique libérale d'Emmanuel Macron à travers la droite qui nous gouverne un petit peu là au niveau de l'Europe. Bien sûr, pour m'opposer complètement à toutes les idées que l'on peut qualifier de dangereuses du Front National, mais pas que. Pour donner surtout au Parlement européen une majorité de gauche à travers la social-démocratie, et notamment avec Envie d'Europe, qui correspond assez bien aux convictions que j'ai, un certain équilibre entre le social, l'écologie, la place de nos produits français et de nos entreprises françaises. Tout ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir, c'est que on parle beaucoup, par exemple, du vote pour le Front National ou pour le Rassemblement National, je ne sais pas. Oui, ça, c'est M. Macron, alors avec toute la dangerosité qu'il y a derrière, je m'entends, mais ça c'est M. Macron qui essaye de sortir cela pour essayer de ramener des voix chez lui, mais par contre, quoi qu'il se passe, ils n'auront jamais que 60 ou 80 députés au maximum, ce qui ne correspond pas à la majorité. Par contre, les deux partis parlementaires qui seront élus, ça peut être soit la tendance de gauche, avec notamment Envie d'Europe et tous ses collègues européens, ou alors ça peut être quelque chose de plus à droite et de plus libéral comme ce qu'on a jusqu'à maintenant, et notamment la politique de Macron que l'on connaît et qui nous conduit à prendre par exemple tous les produits du Canada, à sacrifier l'agriculture française. Envie d'Europe, c'est la liste de Raphaël Glucksmann. Tout à fait. Ça. Elle vous voyez, on ne savait pas, on s'est tous regardés autour de la table avec un gros doute, comme quoi ça n'a pas franchement imprimé le nom de sa liste. Pas imprimé, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont au PS, d'autres qui sont au PRG, mais c'est un équilibre assez bien pour tout un tas de raisons, pour le social, pour l'écologie. L'écologie avec un grand E, pas l'écologie des bobos parisiens qui tout d'un coup sont écologistes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait bien. Non, l'écologie qui prend en compte toutes les productions françaises, qui prend en compte. Non, mais on entend ce que vous dites et. Moi, je suis un éleveur, vous savez, donc je connais un petit peu tout ça. J'ai pas envie que demain mes enfants ou mes petits enfants mangent de la viande uniquement venue des États-Unis ou du Canada, qui est faite d'hormones. Et pour vous, la liste de Raphaël Glucksmann est meilleure que celle de Yannick Jadot, par exemple. Oui, complètement. Elle est plus sérieuse par rapport à l'écologie et par rapport à tout ça, parce que l'écologie, il faut tenir compte un petit peu de tout. Voilà. Très bien, merci à vous Alain. On a Marc qui nous dit voter c'est choisir, ce n'est pas faire du billard à trois bandes. Oui. Et je crois que c'est vraiment la clé. En fait, on n'est pas là pour dire aux auditeurs pour qui voter. Non. Mais je pense que le pire serait de rentrer dans le schéma du vote utile ou du vote par défaut. Je pense qu'il y a une seule règle, c'est de voter pour qui vous voulez. Il y a des gens qui vont voter. Il y a des gens qui vont voter pour des enjeux européens. Oui, mais tout dépend de ce que vous voulez. Il y a des gens qui vont. Si vous voulez faire battre Emmanuel Macron et ce discours qu'on entend qui est de dire il faut le punir, oui, mais je pense que c'est pas le seul. Je pense qu'il y a le débat qu'on vient. Les commentateurs qui viennent de s'exprimer disent on va voter pour une cause. Oui. On va pas être capable d'identifier le programme le meilleur par rapport à 34 choix. En revanche, on va prendre ce qui est le plus important à nos yeux. C'est ce qu'ils sont tous en train de vous dire. On va prendre soit la cause écologique, soit on va prendre la cause de la conservation, c'est-à-dire un vote conservateur plutôt pour Bellamy, soit on va prendre la question des migrants, et en fonction de ces lunettes-là, on va se dire quelle est la liste qui est la plus adaptée. Et je pense que c'est plutôt sain de se dire, de reconnaître qu'il est extrêmement dur de comprendre et de connaître tous les programmes, mais qu'en revanche, sur une cause qui nous tient à cœur, on va voter pour une liste qui est la plus en affinité avec nos valeurs. Et je crois qu'il y a de plus en plus des électeurs qui ont décidé de voter pour ça. Juste une chose, c'est quand vous regardez les sondages de motivation de vote lors des dernières élections européennes et les motivations de vote pour ces élections européennes, et je réponds à ce que vous disiez, je pense à une étude d'Harris Interactive, il y a 5 ans, c'était l'emploi, le chômage, le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, en tête des motivations, c'est l'immigration. Exactement. C'est l'immigration. C'est l'immigration. Ça veut dire qu'en 5 ans, les problématiques. Donc, si ce que vous dites est juste,
quand on regarde les motivations aujourd'hui, eh bien, c'est très curieux, alors qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, la question du pouvoir d'achat n'arrive pas en premier, la question de l'emploi n'arrive pas en premier, ce qui arrive en premier d'après ces études, c'est la question de l'immigration. Oui, pour une raison, c'est que je pense que les gens contextualisent aussi, ils savent qu'ils font un lien quand même entre les questions européennes et la question de l'immigration. Surtout que ça n'a rien d'étonnant. Moi, je trouve ça assez étonnant. Moi, je pensais qu'au contraire, avec le mouvement des Gilets jaunes, la question du pouvoir d'achat et de l'emploi arriverait en tête. Non, ça n'a rien d'étonnant parce que pendant des années, les autres mouvements politiques, et notamment la gauche, ont abandonné totalement cette thématique au Rassemblement national. Et la corrélation entre cette envie de traiter la question migratoire, ça ne veut pas dire l'arrêter, mais en tout cas de traiter la question et d'en parler, et les intentions de vote pour le Rassemblement national sont totalement cohérents. Moi, la seule chose que je veux dire par rapport à cette élection, c'est que j'invite toutes les personnes qui ont leur carte électorale sur eux à la regarder, à regarder la première page. Voter, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Et il serait temps que l'ensemble des citoyens remplissent aussi leurs devoirs, parce que la citoyenneté n'est pas faite que de droits. Oui, moi je voulais rajouter un mot quand même sur le thème faire battre Emmanuel Macron. Ça ne constitue pas en soi un projet politique, et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Moi, j'ai la conviction que il y a 2 ans, quand Emmanuel Macron a été élu, il a été élu sur un vote anti, c'est-à-dire que beaucoup de voix se sont portées sur lui parce qu'il fallait battre le Front National et l'extrême droite. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit de quoi ? C'est on se retrouve dans une situation même pire, et qu'Emmanuel Macron n'est plus un rempart face à l'extrême droite. Et que l'enjeu de cette élection, effectivement pour Emmanuel Macron, mais aussi pour toutes les familles progressistes, c'est de faire en sorte que le Front National et l'extrême droite soient la plus basse possible. Et qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va faire la démonstration qu'il n'est plus ce rempart, et que donc il va falloir aussi qu'à un moment donné on se pose des questions de savoir qui donne le là aux politiques. Et vous avez raison sur une chose, c'est que la gauche comme la droite a couru sur les terres du Front National, et qu'aujourd'hui effectivement j'ai vu le débat Marine Le Pen, Nathalie Loiseau avec Jordan Bardella, c'était ahurissant. Nathalie Loiseau n'avait rien à opposer sur la question des frontières, sur la question de l'accueil migratoire, parce qu'ils ont le même programme. Je pense que c'est la même chose, c'est l'Europe de la défense, c'est l'Europe de la sécurité. Effectivement, les gens ils parlent d'immigration peut-être en premier, je sais pas d'où vous sortez ces études, mais parce qu'on leur sort ça en permanence. Alors que l'Europe, ça devrait être autre chose. Il faut écouter ce qu'ils disent. L'Europe, ça pourrait être autre chose. Et en l'occurrence, il n'y a rien de fait. C'est ça le problème. Il y a les faits, ça, il y a les c'est la meilleure façon d'avoir la parole. Pierre dit quelque chose de très juste, c'est qu'en réalité, et c'est aussi ce que disent d'autres candidats, les élections européennes portent en germe qui nous verrons en 2022. Et ce qui est extrêmement important, c'est que... C'était déjà le cas avant. Elle avait gagné, Marine Le Pen. Si nous ne voulons pas, et tous les auditeurs qui ne veulent pas réduire 2022, qui est dans 3 ans, à un choix par défaut, c'est maintenant qu'il faut faire émerger des forces politiques alternatives qui auront du poids. Que ce soit les Républicains, que ce soit Hamon, que ce soit Glucksmann, Jadot, que ce soit d'autres, mais François Asselineau, en fait, aujourd'hui, nous avons les germes d'un débat politique de 2022 qui sera ou non Jadot fertile. fait une bonne campagne. Oui, et Jadot fait aussi une bonne campagne. Et donc, je pense que voter pour ces causes, c'est aussi un des meilleurs moyens d'avoir un débat qui est un débat qui n'est pas stérile. Voter Jadot, c'est quand même une chance sur 2 de voter pour un futur macroniste, quand même. C'est dit, bon, allez. Et voter Brossa, alors, c'est voter pour qui, alors ? C'est pour voter pour des convictions. Je sais pas s'il faut voter pour Brossa, mais au moins, il faut voter pour des convictions. Bon, votez pour qui vous voulez, mais votez, et on va évidemment édition spéciale dimanche soir avec les vraies voix, Christophe Bordet, pour les résultats de ces élections. Et puis nous, on sera aussi en édition spéciale lundi matin. Très bon week-end à vous.